Merci beaucoup pour me donner la chance d'être ici. Savoir que je suis le premier conférencier en sciences animales ici dans ce colloque, ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup de l'invitation. J'espère que je ne sais pas combien d'entre vous êtes en lien avec la production animale. Je crois qu'on a parlé beaucoup des sols, des plantes et tout ça, très peu d'animaux, ou pas du tout pour l'instant. J'espère que ma conférence va vous intéresser. Et je vais rentrer avec une petite introduction, seulement pour mettre un peu en contexte avec les défis que les producteurs de porc et de viande y ont à relever. Peut-être pour les autres productions agricoles, c'est la même chose sûrement. Premièrement, on a des problèmes, beaucoup de changements à niveau du commerce international. La production porcine, peut-être, c'est elle qui en souffre le plus. On voit de plus en plus une diminution du soutien du gouvernement, moins de subventions. Mais on a aussi une société qui est chaque fois est plus exigeante par rapport à la façon qu'on produit cette viande-là. La question des bien-être animal et d'environnement sont des sujets aujourd'hui majeurs que les producteurs ne peuvent pas oublier, parce que la société, il les exige, c'est là. Mais il doit faire tous ces changements en réduisant les coûts, parce que la valeur des matières premières qu'ils utilisent pour produire ces animaux augmente. Et que un autre défi qui s'en vient aussi, que de plus en plus on fait face à la production animale, c'est on appréhende une diminution de la disponibilité de la protéine de qualité. On a une société, la population augmente, et cette augmentation de la population, il va aussi avec une augmentation encore plus grande en termes de consommation de viande. Malgré que le mouvement, les végans et les végétariens aussi augmentent, on a dans les pays en voie de développement une société et une population qui augmente, et la demande de viande augmente énormément. On s'attend à court terme qu'il va y avoir un déficit de disponibilité de protéines de qualité. Alors la question qu'on doit se poser, surtout ceux qu'on produit des monogastriques, des porcs, la volaille en particulier, est-ce qu'on va pouvoir continuer à nourrir ces animaux avec des maïs et des soya? C'est une question qu'on doit se poser. Il y a un troisième défi très important aussi, et que vous les connaissez mieux que moi, c'est que les conditions dans lesquelles on produit sont en train de changer. Deux éléments majeurs, la disponibilité de la main-d'œuvre. On a de moins en moins de gens qui sont intéressés à travailler dans nos fermes, mais surtout à faire certains types de travaux. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, la relève, ils veulent travailler différemment. Il y a deux points importants. Premièrement, ils veulent que l'emploi soit plus proche à ses habilités. Ils sont déjà, les petits enfants, là, à 3 ans, sont déjà avec les cellulaires dans la main, ils savent déjà comment me le bloquer, je ne comprends pas comment ils le font. Et en plus, les parents, évidemment, ils ont un intérêt aussi à une conciliation travail-famille. Et on doit développer, on doit aller vers des systèmes de production qui vont respecter toutes ces choses-là. Alors, ce n'est pas question seulement de produire plus, on doit produire plus avec moins de protéines, avec moins de coûts et d'une manière qui soit durable et cohérente avec notre société. De notre côté, on est ici à la veille d'une révolution, parce qu'on est tous conscients, et on parle ici, de plus en plus, il y a des capteurs qui peuvent produire des grandes quantités de données. On a aussi l'Internet des objets, cette habilité de ces capteurs-là et de tous ces dispositifs qui vont pouvoir communiquer entre eux. On a une formation de plus en plus de quantités massives d'informations qui sont collectées dans nos maisons, dans les fermes, dans nos champs, et qu'à l'aide de l'intelligence artificielle et d'autres technologies numériques, on va pouvoir exploiter au bénéfice de la production. En particulier, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, on a besoin des modèles de prédiction des algorithmes numériques qui ne sont pas nécessairement issus de l'intelligence artificielle, qui vont contribuer à l'exploitation de ces informations. Alors, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que pour vous, est-ce que l'élevage de précision intelligente, est-ce que ça fera partie de la prochaine révolution agricole? Vous devez répondre oui ou non dans votre affaire. On peut passer à la suivante. Avant. L'intérieur. OK. Alors, je vais faire, ils m'ont demandé un peu de faire un portrait un peu des technologies qui sont disponibles.
Et, pour l'élevage. Et je vais passer un peu rapidement, simplement vous donner un aperçu. Et seulement, je vais vous présenter ici le type de capteurs. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme technologie, comme capteurs qui sont utilisés ou qui peuvent être utilisés dans l'élevage? Les caméras numériques. On voit de plus en plus de caméras, qu'elles soient thermiques, 2D, 3D qui sont déjà, ou spectrales. Toutes ces des technologies qui aujourd'hui sont en train de se développer pour on verra pourquoi elles peuvent servir. Il y a les capteurs de son, des microphones qui s'installent dans la porcherie, qui peut, à partir de l'information qu'elles collectent, peut servir pour certaines choses, des accéléromètres qu'on peut installer dans les coups, dans les pattes, etc. On a les GPS, pour les animaux au pâturage, sont très intéressants. Les cellules de charge, de balance, conductivité électrique, etc., etc. Énormément de capteurs. Et ces capteurs, l'information qui est collectée peut servir à de nombreuses choses. Vous avez la liste, vous pouvez la prendre sur Internet, je ne la lirai pas toute, mais la première peut-être qui devient pour certaines des productions, c'est l'identification. On veut savoir qui fait quoi, l'identification des animaux. On veut savoir combien ils pèsent les animaux, on veut savoir combien ils consomment et comment ils consomment, quel est son comportement alimentaire, consommation d'eau, état d'achat, etc. Tous ces capteurs, l'information qui est collectée, peut être utilisée pour obtenir tout ce type d'informations à la ferme. Il faut voir aussi que toute cette information peut être collectée pour être gérée individuellement, c'est le cas de la vache laitière, le bœuf, le porc, mais parfois, des petits animaux, on ne les utilisera pas à niveau individuel ou probablement pas à niveau commercial. C'est le cas de la volaille. Il y a pour d'autres espèces animales, les porcs, les moutons, peut-être on peut avoir des systèmes qui se développeront à niveau individuel ou à niveau des groupes. J'ai ici une diapositive seulement pour vous. C'est simplement pour vous dire qu'il y a énormément d'informations sur Internet, sur tous les capteurs qui sont disponibles et toute l'utilisation de ces capteurs. J'ai mis ici certains de ceux que j'ai utilisés pour la présentation et d'autres, mais vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur Internet sur toutes ces technologies, l'utilisation de ces technologies. Je vais identifier seulement certains que je trouve qui sont les plus nécessaires et plus prometteuses en production animale. La première, c'est l'identification des animaux. Surtout dans les grands animaux, c'est important. En recherche, c'est très important. Il faut qu'on sache qui fait quoi. À ce moment-là, actuellement, on a les petits puces qu'on met par radiofréquence. Mais de plus en plus, on voit par l'identification faciale. C'est la même chose que ceux qui ont d'iPhone, ils peuvent utiliser l'identification. On s'en va de plus en plus à niveau animal aussi, à utiliser cette technologie pour identifier les animaux. Je m'attends que d'ici quelques années, on n'aurait plus besoin d'utiliser ces petits puces. Simplement, par reconnaissance faciale, on saura identifier les animaux. Et une autre mesure qui est très importante, c'est l'APC des animaux. Et pour ça, on peut utiliser les cellules de charge classiques, mais de plus en plus, on s'en va vers des caméras, l'utilisation des caméras pour mesurer en temps réel ou avec beaucoup de fréquence les poids des animaux. Autant pour la vache que pour les porcs, ici j'ai quelques exemples, mais il y a d'autres technologies aussi pour les poulets. Mais c'est sûr qu'on va avoir un mouvement de la cellule de charge vers l'utilisation des caméras pour l'identification du poids. Je vais faire rapidement un peu les portraits au niveau de la vache laitière, du porc et un peu de la volaille, mais très rapidement. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'on utilise les technologies qui sont plus disponibles sur la vache laitière? L'identification, bien sûr, la vache est très importante. Maintenant, les caméras sont utilisées beaucoup pour l'identification, pour l'état corporel. Elles servent à déterminer le type d'alimentation qu'on doit lui donner, l'état de santé. Les positionnements, les mouvements de la queue pour les vélages. La température vaginale aussi est mesurée pour identifier les bons moments des vélages. La géolocalisation pour le surveillance gestion. L'aliment consommé, c'est un facteur très important. On veut savoir combien il mange pour déterminer qu'est-ce qu'on lui doit donner, son état de santé, etc., etc. C'est sûr qu'à niveau de la vache, quelques exemples intéressants, c'est l'utilisation des caméras thermiques. Ça, c'est un développement qui est relativement récent. Il veut savoir l'état des chairs. Ici, c'est un exemple. Et simplement, en regardant un peu la morphologie de la vache par haut avec une caméra thermique, ces travaux ont permis d'avoir une bonne corrélation entre l'état des chairs visuelles et la caméra.
La mesure de poids aussi, c'est relativement développé pour la vache laitière. Il y a ces deux technologies, 2D et 3D, pour mesurer ces choses-là. C'est des technologies qui sont expérimentales, n'ont pas vraiment été adoptées de façon massive, mais elles commencent à être disponibles et éventuellement elles le seront. C'est sûr que chez la vache laitière, le plus important, c'est la robotisation de la traite. C'est quelque chose qui demandait beaucoup de travail. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est que toutes les grandes fermes vont vers la robotisation. La robotisation, elle permet de simplifier beaucoup le travail qui se fait au niveau de la ferme. Et elle requiert la reconnaissance qui peut se faire par la puce ou par caméra, la traite automatique, bien sûr, l'alimentation, etc. Il y a d'autres types de robots qui sont disponibles et qui sont commercialisés, soit des robots qui vont distribuer en groupe l'aliment. Tous les vaches vont recevoir le même type d'aliments, mais il va les distribuer automatiquement. Il va voir les robots à quel moment, s'il manque d'aliments, il va aller, il va les faire. Ou ces petits robots à droite, à bas, qui va simplement pousser l'animal seulement pour motiver la vache à consommer. Chez les porcs, il y a aussi beaucoup de développement. L'adoption n'est pas encore n'a pas beaucoup d'adoption, mais n'empêche que l'identification aussi, c'est un élément très important, autant pour les porcs en croissance que pour la truie. Les poids vifs, c'est des mesures qui sont très importantes. Les sons, je vais donner un exemple, c'est développer beaucoup de technologies à partir du son, surtout pour l'état de santé. La température corporelle, soit par caméra thermique, etc. L'aliment consommé, c'est peut-être aussi, comme pour la vache et pour tous les animaux, c'est une mesure très importante avec les poids pour bien déterminer quelle est la consommation. Il y a d'autres éléments, j'en passe. Si vous êtes intéressé, je peux parler avec vous. Sinon, sur la présentation ou sur Internet, vous allez trouver beaucoup d'informations. C'est que pour les porcs, mesurer les poids chaque jour, des technologies disponibles déjà que vous pouvez trouver, l'alerte lorsqu'un comportement animal s'est produit, aperçu en continu du taux de croissance, et que vous pouvez faire les suivis en temps réel de la croissance de vos animaux, et il vous donne des alertes quand il y a quelque chose. Les sons, c'est une application, ça a été développé en Europe et par un groupe en Belgique. Et elle, ce qu'il fait simplement, il capte les sons et identifie premièrement la toux. Les niveaux de toux peuvent servir à identifier certains types de maladies. Et ça, il peut faire la corrélation avec ces changements de sons avec l'identifier comme un tout. Et les niveaux de tout permet de vous savoir quel état de santé. Les cris aussi, quand on demande, les niveaux de bruit peut être associé avec un stress. Les animaux se chicanent ou il y a quelque chose qui ne va pas et à ce moment-là. Les sons, c'est quelque chose qui a été développé par ces groupes-là de façon à faciliter un peu la gestion de la santé du troupeau. Ça, c'est une autre technologie. Celle-là, c'est développée ici au Québec. C'est quelque chose qui est aussi très intéressant. Ici, vous avez des animaux que vous pouvez l'utiliser pour compter, mais aussi pour mesurer comment ces animaux se déplacent et quel est le mouvement. Parce que les mouvements des animaux, pour nous, en recherche, c'est un intérêt très important. Vraiment, il y a une relation avec la santé, il y a avec le bien-être animal, mais il y a aussi une relation avec la consommation, les besoins d'énergie des animaux qui bougent beaucoup. On doit compter avec ces dépenses d'énergie pour l'alimenter. D'autres technologies aussi développées aussi au Québec, c'est pour identifier la détection des chaleurs, c'est les commercialiser c'est à vous de juger, mais je pense que ça fonctionne très bien. C'est que simplement par caméra, et pour les positionnements, la manière que les truies se comportent, il peut identifier quand c'est le moment de la chaleur et quel est le bon moment pour l'insémination, ce qui peut réduire de façon importante les besoins d'insémination successive. Un autre groupe ici au Québec aussi, le Centre de développement du porc, qui a évalué et développé certaines technologies, la consommation d'eau. La consommation d'eau aussi, c'est une information qu'on aime avoir parce que souvent, une consommation excessive peut être reliée à un problème de température, peut être reliée aussi à un problème d'alimentation. Et c'est une information intéressante.
Ici, ils ont travaillé, par exemple, aussi avec la thermographie infrarouge et les pratiques, bien sûr, pour voir quand il y a des animaux qui font la température, ils peuvent les identifier plus facilement et savoir un peu quel est l'état de santé. Chez les poulets, je ne développerai pas beaucoup. Il y a aussi l'identification électronique à un niveau individuel. À un niveau commercial, je ne pense pas que ça va s'utiliser à court terme. Chez les petits animaux, il y en a trop. Mais à niveau de recherche, nous, on l'utilise pour savoir qu'est-ce qui fait chaque poulet. Mais il y a des systèmes de PC, des PC non identifiés pour les commerciales, des PC avec identification pour la recherche, mais il est possible de savoir continuellement comment les peaux des poussins évoluent dans le temps. Les sons aussi, c'est quelque chose qui est important pour la production des volailles, parce qu'elles vont nous indiquer aussi l'état de santé, quand il y a des situations de stress, la température corporelle, l'alimentation consommée, etc. Deux exemples, quelques exemples ici que je vais vous présenter, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà des systèmes commerciaux, même s'ils ne sont pas très adaptés, qui vont faire un suivi des comportements en temps réel de vos animaux. Ils vont vous donner des alarmes s'il y a des changements. Ils vont éventuellement aussi vous proposer des interventions. C'est des systèmes commerciaux que vous pouvez trouver. Il y a des systèmes d'alimentation individualisés, surtout pour la recherche. Et elles utilisent, peuvent être l'animal est identifié avec une puce qui se met attache à la patte dans ces cas-là. Et on peut voir quand l'animal rentre, combien d'aliments mange et qu'est-ce qu'il fait. Une autre société développée en Alberta, c'est l'alimentation individuelle, ça c'est très pratique pour les reproducteurs. Ici, le but, c'est de restreindre les animaux parce qu'on a un intérêt pour augmenter la capacité reproductrice de ces animaux-là, de restreindre les peaux, et surtout les homogénéités, parce que sinon il y a une très grande hétérogénéité entre les animaux. Je vais finir cette partie très descriptive, très rapide, vous m'excuserez, mais je suis sûr que si j'avais à vous donner cette conférence dans 6 mois, j'aurais plein de choses nouvelles à vous présenter. Il y a énormément de développement qui se fait. Mais moi, j'aimerais utiliser cette opportunité qu'ils m'ont donnée de vous présenter pour qu'on réfléchisse ensemble, pour qu'on pense un peu vers quoi on va. Parce que c'est sûr qu'il y a des changements importants qui s'en viennent et il faut qu'on se prépare et qu'on réfléchisse. Et la première réflexion que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est pourquoi il y a certaines choses qui disparaissent. Les jeunes, vous ne connaissez pas, hein, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est nécessaire pour opérer un ascenseur. Moi, je ne l'ai presque pas vu. Mais moi, j'ai connu dans le village de mon père, quand j'étais très petit, il y avait une madame, et quand je voulais appeler quelqu'un, je parlais avec la madame, et la madame me faisait la connexion. C'était manuel. Et la question qu'on doit se poser, pourquoi cette technologie, pourquoi ces jobs-là ont disparu? Il y en a d'autres plus cocasses, seulement pour vous faire rire. C'est le radar à gauche. Vous savez le radar, hein? Un vrai radar, il n'a pas fait longue mèche, là. Mais pourquoi il n'est pas là? Hein? Il s'est chasseur des rats, il n'est plus là. Pourquoi? Et vous devez penser, ça arrive aussi au niveau de la femme. Vous ne verrez plus ça ici au Québec. Peut-être dans certains pays encore, il existe, mais vous ne le verrez plus. La traite à la main ne se fait pas, ne se fera plus. Et pourquoi? C'est quoi la raison qui fait que tout ça disparaît? Et je veux dire, c'est la technologie. En grande partie, c'est la technologie parce qu'il y a des choses qui se sont développées, des machines, des savoir-faire qui se sont développés, dont on est capable de faire ça beaucoup mieux, beaucoup plus facilement qu'avant. Aujourd'hui, pour opérer un ascenseur, pour un jeune, je suis convaincu que vous ne pouvez pas comprendre, mais autrefois, ça a l'air qu'il y avait quelqu'un qui devait manier une grosse affaire, et il y avait une casquette et tout ça. Mais la technologie a fait disparaître tous ces emplois, tous ces types de travail, mais ce n'est pas seulement une question de technologie. Pensez-y.
Moi quand il fait l'introduction, mon père il produisait de l'agneau. Il y avait des bergers qui sortaient avec les troupeaux. Ça m'a fait penser beaucoup à ça. Et les grands problèmes qu'avait mon père, ça fait déjà 50 ans, 40 ans, c'est de trouver des bergers. Parce que les jeunes, ils n'étaient pas intéressés à être bergers. Ils payaient plus cher les bergers qu'un conducteur de tracteur, mais les jeunes voulaient conduire un tracteur. Ça ne les intéressait pas du tout. Et c'est une question d'image. Un berger, à cette époque-là, dans ce contexte de notre ferme, c'était un emploi qui n'était pas valorisé. Conduire un tracteur, c'était valorisant. Les jeunes voulaient conduire un tracteur. Et en plus, étaient plus à la hauteur de ses capacités. Et il faut que nous, on se projette aussi vers le futur. Parce que si on offre aux jeunes des emplois, de racler les parcs des cochons, on aura de la misère à les trouver. Mais si on les offre un emploi qui est plus à la hauteur de ses habilités, ses capacités surtout de manier les ordinateurs et les téléphones et tout ça, on va avoir plus de facilité à les capter. Ils vont être plus intéressés à les faire. Et la même chose si on peut produire des systèmes des emplois où ils vont pouvoir concilier la famille avec le travail. Parce que c'est des choses qui aujourd'hui sont importantes pour nos jeunes, et je les comprends, et elles le sont aussi pour moi. Beaucoup d'emplois ils disparaissent, pas seulement parce qu'il y a la technologie, il y a aussi parce qu'il y a une demande de la société qui est en arrière. Mais je continue avec la même réflexion. Il y a d'autres emplois qui sont en train de disparaître. Quand je suis arrivé au Canada, ça fait 30 ans, je suis jeune, quand je suis arrivé au Canada, je ne pouvais pas acheter par Internet un billet d'avion. Il n'y en avait pas d'Internet, anyway. Il fallait aller à une agence de voyage. Aujourd'hui, combien d'entre vous vont à une agence de voyage pour acheter un billet d'avion? Le type d'emploi qui fait cette madame est très différent. La bibliothécaire. Dans mon centre de recherche, on avait une très belle bibliothèque avec plein de livres. Aujourd'hui, il y a des bureaux pour les étudiants. Mais j'ai plus d'accès aux livres aujourd'hui que ça fait quelques années, simplement parce que la technologie permet d'accéder à ça. D'autres emplois, ça c'est une note que j'ai trouvée récemment sur Internet, d'autres emplois qui sont en train de disparaître, la disponibilité des personnels pour les travailleurs agricoles, les agriculteurs, les verts et autres. Ingénieur agricole, selon cette journaliste, il va avoir une perte de ces changes-là. Il y a l'intelligence artificielle qui s'en vient, où elle est là, pour beaucoup de choses. Alors, elles vont changer beaucoup la façon de faire les choses. Comme l'informatique a changé, ça fait 30 ans, la façon comment on fonctionne aujourd'hui. L'intelligence artificielle va changer. Et qu'est-ce qui va changer? Il faut s'attendre à que beaucoup d'emplois vont être redondants. Tout ce qu'un ordinateur ou qu'un algorithme est capable de faire, ben, ce n'est pas un humain qui va le faire. La question, c'est est-ce qu'il va pouvoir tout faire? Je ne pense pas, mais il y a beaucoup de tâches, par exemple la reconnaissance faciale, les ordinateurs sont en train de devenir très efficaces pour le faire. Est-ce que la conduite va être quelque chose qui va être remplacé? Sûrement, parce que de plus en plus, ces technologies sont capables d'imiter ou apprendre à partir de la façon que nous on conduit, et ils sont capables, eux, de conduire l'auto. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants. Mais pas seulement de l'auto, les tracteurs. Il y a déjà des développements de tracteurs autonomes qui vont être là. C'est que si vous cherchez les jeunes un emploi pour conduire un tracteur, pensez-y, peut-être qu'il ne sera pas là longtemps. Mais qu'est-ce qui va changer au niveau de la ferme? Moi, je pense que les mesures manuelles du poids, c'est quelque chose qui a presque disparu ou va disparaître en très peu de temps. Mais une autre chose qui va disparaître, c'est cette façon d'alimenter les porcs. C'est qu'on a tous un même aliment et tous les porcs mangent la même chose pendant longtemps. Ça, je pense que ça va être quelque chose qui va changer. Une autre chose qui va changer, à mon avis, c'est la façon comment on produit les aliments pour les animaux. Actuellement, les usines, les mineries, ils font beaucoup de recettes différentes. Chaque producteur important a ses recettes. Parfois, ils vont faire une croissance avec 3 formules, 4 formules, 7 formules, et que les usines ils gèrent beaucoup de formules. Moi, j'entrevois que dans le futur, ces usines-là, ils vont faire très peu de formules. Mettons 2 pour les porcs en croissance,
2 pour les achats. Et simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à niveau de la ferme, ils vont se mélanger. Je vais montrer un exemple après comment ça peut fonctionner. Et que le mélange, à la place de se faire en usine, il va se faire sur la ferme. C'est les machines, les nourrisseurs automatiques qu'on va avoir dans les fermes qui vont faire tout ça. Et ça va changer. Une autre chose qu'on doit s'attendre aussi à très court terme qui va changer, c'est la façon comment nous, on fait la gestion des maladies. Et actuellement, on travaille fort pour réduire l'utilisation d'antibiotiques. Parfois, on peut s'en passer. Mais une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, un des problèmes qu'on a dans nos fermes, c'est identifier au bon temps les animaux quand ils sont malades ou quand ils ont besoin d'avoir un soin particulier. Bien, avec toutes ces nouvelles technologies, on va être capable d'identifier rapidement un animal qui est malade, peut-être à 2-3 jours, très tôt. Et si on identifie les animaux qui ont des problèmes de santé ou des stress quelconques, parce que c'est seulement à la santé, bien, on va pouvoir les séparer et intervenir. À la place d'attendre que la moitié de mon troupeau soit affectée pour intervenir, je vais pouvoir intervenir rapidement dès qu'un animal est malade. Et en plus, je vais avoir la possibilité s'il y a un traitement à appliquer, je vais l'appliquer individualisé, à la place de traiter tous les animaux comme aujourd'hui on est forcé à le faire. Et je pense que dans un futur, ça ne sera pas trop loin, on va produire les porcs autrement. Et la volaille, ça va être un peu différent parce qu'on va les élever en groupe, mais ça va changer aussi la façon qu'on produit la volaille. Et même la production de lait va changer avec une alimentation plus individualisée parce qu'on va maintenant vers une gestion individualisée, surtout dans les grands animaux. Alors, le but, là, en production porcine, ça va être nourrir les animaux individuellement, en production laitière aussi, obtenir des carcasses à un poids et une composition. On va gérer l'alimentation, on va gérer la régie pour obtenir à la fin l'animal qu'on souhaite avoir en termes de poids et de composition. Et ça, on va le faire à coût minimal, on va le faire avec une efficacité nutritionnelle maximale et on va le faire de façon durable. Et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure de comment on peut faire ça. Il y a un message que j'aimerais, que je vais faire, que je vais vous passer, c'est que les virages technologiques à lesquels on se pointe, ce n'est pas seulement une opportunité d'affaires, c'est une démarche que je pense qui est incontournable. On est à l'ère où on commence à avoir des tracteurs et on laboure avec des chevaux. Si vous voulez rester avec des chevaux, c'est votre choix. Mais je pense que quand c'est arrivé les tracteurs et la mécanisation agricole, les virages a été obligatoire, a été incontournable. Et maintenant, on est à un point que je pense aussi qu'on va vers un virage qui sera incontournable. Attention, à mon avis, et j'aimerais avoir votre opinion plus tard, je pense qu'on doit faire plus d'attention, autant au niveau agricole qu'au niveau des élevages, pour accorder plus d'importance et plus de travail sur les contrôles des systèmes de production plutôt qu'à l'utilisation des capteurs. On a maintenant un développement des capteurs, il y a un développement de comment utiliser ces capteurs et on doit aller vers l'utilisation, plutôt à une résolution des problèmes qu'à l'utilisation des capteurs. Ce n'est pas question qu'est-ce que je vais faire avec un micro, c'est quel est le problème que je vais résoudre, c'est quoi que je vais améliorer dans ma production et aller chercher l'information dont nous avons besoin pour faire ces changements. Et l'autre aspect que je pense qu'on a besoin de s'accorder aussi, c'est que cet effort d'innovation, ces changements technologiques va se faire avec une coordination à tous les éléments. Ce n'est pas seulement les chercheurs, ce n'est pas seulement ceux qui développent des technologies. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour développer la bonne façon d'appliquer cet élevage de précision. Je vais me concentrer sur un point important. Plus d'attention devrait être accordée sur le contrôle autonome des systèmes de production qu'à l'utilisation des capteurs. J'ai mis cette diapositive parce qu'il ne faut pas rendre les producteurs comme celui-là, plein de cadrans et plein d'informations. Il doit avoir que des décisions. Le thermomètre me dit qu'il fait chaud, je descends la température. Il y a beaucoup de bruit, il y a quelque chose là-tout. Non, il ne faut pas aller comme ça. Il faut aller avec des systèmes autonomes. Je donne l'exemple ici de l'auto. Combien d'entre vous savent combien de capteurs il y a sur l'auto? Moi, je ne le sais pas. Mais ça ne m'intéresse non plus, parce qu'il les gère toute seule. Pourquoi je me casserais la tête à dire non, maintenant les capteurs d'oxygène me disent que je dois...
Non, le système de contrôle de l'injection de l'auto, de la gestion d'essence, de l'air et tout ça, il se fait aujourd'hui automatiquement. Mais il y a de nombreux capteurs qui sont là. Et maintenant, nous, on n'est même pas conscients. Nous, on part, il fait moins 25, l'auto part pareil. Avant, quand il fallait sortir les chocs et tout ça, ça n'existait plus. L'auto, il le fait toute seule. Et on doit aller vers un système d'élevage de précision qui prend cette philosophie-là. Il faut automatiser les choses pour simplifier la vie des producteurs. Il ne faut pas leur rendre la vie plus compliquée. Et je vais donner l'exemple de l'alimentation de précision pour deux raisons. Je pense que c'est un bon exemple, bien sûr, mais c'est parce que c'est nous qui l'a fait. Et je pense que ça intégrait un peu ces idées quand on l'a mis en pratique. C'est quoi l'alimentation de précision dans les cas du porc? L'alimentation de précision, c'est quoi? Nous, on veut faire les matchs entre quels sont les apports nutritionnels de l'aliment que je fournis à l'animal et quels sont les besoins. Je dois savoir qu'est-ce que l'animal a besoin. Il me dit 15 minutes. 5? OK, c'est quoi? Pardon. Vous savez que l'alimentation de précision, c'est quoi? C'est faire les matchs entre ce qu'on va apporter avec les aliments et ce qu'ont besoin les animaux. C'est-à-dire que je vais préciser ça. Si je vous donne un exemple ici, j'ai un porc. Mettons que la taille de ce manteau, c'est les besoins nutritionnels. Si je vous dis quelle est la bonne taille de ce manteau pour ce cochon, c'est très facile. Vous les mesurez et vous les donnez. C'est-à-dire que si je veux faire le bon manteau pour le bon porc, si je veux lui donner la bonne quantité de nutriments à un animal, c'est question de mesurer mon animal et savoir comment il produit et je lui donne. Mais il y a un problème. Si je regarde dans une ferme aujourd'hui, mes porcs, c'est le même exemple qui a été donné aujourd'hui, j'ai ma moyenne. La moyenne de poids dans cette ferme-là, ça c'est des données qui viennent de Saskatchewan, une ferme commerciale. La moyenne est de 104 kilos, la moyenne de mes cochons. Combien de porcs ont 104 kilos? Très peu d'animaux. Mais j'ai des porcs qui ont 74, j'ai des animaux qui ont 125 kilos. Un écart très grand. Alors je vous reviens, et si je regarde, il y a un autre problème. En plus, pour un animal donné, les besoins changent dans le temps. Un animal petit, je dois lui donner plus de nutriments dans l'aliment qu'un aliment grand. Alors, je reviens avec la question. Comment je fais pour faire ces matchs-là? Comment je m'organise pour donner au porc, à mon troupeau, l'aliment qui les convient quand j'ai toute cette variation? Si je prends l'exemple des animaux en croissance, souvent on les donne 3 faces, parfois 4. Parfois 5, certains pays font encore une face. Comment je détermine les besoins de ces groupes qui a des évolutions de besoins si grands avec un aliment? C'est très difficile. Je vous pose la question avec les manteaux. Vous avez la capacité de produire un seul manteau et vous avez tous ces gangs de cochons que vous devez habiller. Quelle est la bonne taille? Si vous le savez, dites-moi-le, je ne le sais pas. Mais les producteurs, ils doivent répondre à ces questions parce qu'ils doivent lui donner un aliment. Quelle est la bonne taille à lui donner? Alors, la solution qui se fait en production porcine et dans toutes les productions animales, un peu différente de ce que j'ai vu pour la question de l'azote, c'est que, étant donné qu'un animal restreint, vous le pénalisez, mais un animal qui est avec un excès de nutriments, ça ne les dérange pas. Vous allez choisir un niveau de nutriments qui va satisfaire les animaux les plus demandants. Et que vous allez minimiser le nombre de porcs comme celui à droite, qui n'est pas trop content, et vous allez avoir beaucoup de porcs avec des manteaux très grands. Parce que ceux qui ont les manteaux très grands, ça ne les dérange pas. Il fait froid, mais ils sont au chaud. Il y a seulement ce petit à droite, là, ce gros à droite, qui n'est pas content pantoute. Et vous allez minimiser ces gains-là. Parce que sinon, votre moyenne de groupe va être pénalisée. Alors, c'est la solution. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Et il n'a pas vraiment une autre alternative. Alors, dans les cas actuels, si on nourrit les porcs comme on le fait actuellement, les niveaux optimaux de nutriments, c'est un équilibre. Vous devez choisir quelle est la proportion d'animaux que vous allez suralimenter et sous-alimenter. Et le choix dépend des producteurs.
Ça dépend si vous voulez optimiser le coût ou la croissance, les dépôts de protéines. Sa proportion peut changer. Mais en général, je vais vous dire, vous devez aller chercher un animal qui est entre 80 et 90% de le plus demandant. Parce qu'autrement, vous allez beaucoup pénaliser vos animaux. La même chose avec les poulets, la même chose avec la vache. Si je regarde qu'est-ce qui arrive en commercial, vous savez, cette population, c'est un étudiant de doctorat qui m'avait fait ça. Ça, c'est ce qu'on avait estimé. Chaque ligne petite, c'est les besoins, la concentration de lysine, protéines, si vous connaissez moins, mais les niveaux de protéines que vous devez donner à chaque porc dans le temps. La ligne rouge, là, et ça représente ce que vous devez donner au groupe si vous ne voulez pas les pénaliser en temps de gain. Qu'est-ce que nous dit ces graphiques? Ça nous dit que la majorité du porc en reçoit plus de nutriments qu'ils ont besoin pendant tout le temps. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir beaucoup de porcs qui ne sont pas contents et votre moyenne, vous allez la descendre, ce qui ne fait pas l'affaire des personnes. C'est de là qu'est sortie l'idée de l'alimentation de précision. C'est quoi l'alimentation de précision? On veut donner à chaque animal la bonne quantité d'aliments avec la bonne composition à chaque moment, en temps réel. C'est ce qu'on veut faire. D'une autre manière, on veut développer un système qui va nous permettre d'avoir un manteau pour chaque porc, et en plus à chaque jour. C'est ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire cette alimentation de précision? J'ai trois types d'actions. Première, je dois mesurer. Plus j'ai d'informations, mieux je vais pouvoir déterminer qu'est-ce que je dois y donner. Actuellement, l'information qui est facile à obtenir, c'est toute l'information concernant sa consommation d'aliments et son poids. Mais si j'avais d'autres informations comme sa composition des gains, tout ça, je pourrais encore améliorer mes informations. La deuxième étape, c'est calculer. Si je sais qu'un animal va me faire, un porc par exemple, va me faire 1 kilo de gains, il va me consommer 3 kilos, quelle est la concentration? Je dois déterminer un algorithme, une façon de calculer qui va me permettre de déterminer qu'est-ce que c'est que je dois lui donner à cet animal. Et la troisième action, c'est que je dois avoir des systèmes de contrôle. Je dois m'organiser pour que l'animal reçoive cet aliment dont nous avons calculé que c'est celui qui lui convient. On l'a fait. Et ça, c'est grâce à les projets de recherche. On a fait beaucoup de projets de recherche, beaucoup de doctorats là-dedans, mais c'est très intéressant parce qu'on a développé un système simplifié. Comment ça marche? On a, de façon simplifiée, bien sûr, on a premièrement une mangeoire qui mesure ce que l'animal mange. Et on l'épaisse. Et cette information, elle est envoyée à l'ordinateur quand elle est disponible. Après, on a développé un algorithme, un modèle mathématique, nous on dit, une méthode de calcul qui me permet de dire qu'est-ce que cet animal doit recevoir comme aliment cette journée. En fait, en fin de journée, je regarde quel est son historique de consommation et de poids. Je dis, selon la tendance, si la tendance se maintient, cet animal va consommer, ce jour qui commence, cette quantité d'aliments. Et s'il continue avec ses gains, il va gagner cette quantité, il va faire ses poids. Alors, pour faire ces poids, je vais calculer qu'est-ce que lui doit recevoir et après, je vais le transformer en concentration. Et une fois que j'ai fait ça, il y a la dernière étape, je dis, maintenant, j'ai la mangeoire. La mangeoire, il va faire quoi? La mangeoire, il va dire, ça, c'est le porc 325. Lui, il doit recevoir un aliment qui contient 0,7 ou une quantité donnée de protéines. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir 2 aliments, 2 moulets, moulet A et moulet B. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir plus, mais mettons les cas plus simples, j'aurai 2 aliments. L'aliment A, ce sera un aliment riche en nutriments. L'aliment B, c'est un aliment qui est très pauvre en nutriments. Et la seule chose que je ferai, c'est les mélanger dans la proportion qui sera adéquate pour que cet animal reçoive la quantité de protéines. Et chaque animal peut avoir un mélange qui est différent. Et pour un animal, le mélange changera dans le temps, mais simplement en mélangeant 2 aliments. Un aliment qui va être formulé pour l'animal le plus demandant quand il est plus demandant, quand il est petit, et un aliment B qui va être formulé pour l'animal qui est le moins demandant quand il est à la fin de la croissance. Ici, je compare, on a fait 2 projets, tout est publié. Je compare, par exemple, l'alimentation de précision, là où l'animal a reçu chaque jour
l'aliment que j'ai calculé il convenait par rapport à un conventionnel à 3 phases. On a fait 2 projets. La première chose que je vois, c'est que dans les 2 cas, je n'ai pas vu de changement en termes de gains, ni de consommation, ni de conversion alimentaire, ni en composition de gains. Pourquoi? Parce que dans les 2 cas, je les ai nourris pour que la majeure partie, ou pour que tous les porcs, ou pour la majeure partie des porcs expriment leur potentiel. Okay. En passant à l'alimentation de précision, je ne changerai pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que les animaux ils ont consommé 25% moins de lysine, ils ont consommé 16% moins de protéines. Aujourd'hui, on fait la même chose avec 25% moins de protéines et 50% moins de rejets d'azote et de phosphore. Et que si je regarde en résumé, l'alimentation de précision peut nous permettre de diminuer les coûts d'alimentation, peut réduire l'excrétion d'azote et de phosphore, 40-50%, selon comment vous le faites. Vous permet de faire les suivis en temps réel de ce qui se passe. Vous savez tout ce qui se passe à la fin avec ce système-là. Et ça permet de réduire les coûts de main-d'œuvre. Mais une chose très importante que j'ai identifiée avant, en faisant les suivis et le comportement alimentaire, vous pouvez identifier très rapidement les animaux qui vont bien, qui ne vont pas bien. Ceux qui vont bien aussi, mais ceux qui ne vont pas bien. Ce qui vous permet de traiter rapidement, individuellement, et diminuer ici les besoins d'antibiotiques. Il y a un impact aussi à niveau des gaz à effet de serre. On a calculé ça, c'est des chiffres qu'on a calculés pour le Brésil, parce qu'à ce moment-là, l'étudiant, on avait la subvention pour le Brésil, mais je calcule qu'au Canada, ce serait à peu près la même chose. On voit une réduction de 6% en ce qui touche les changements climatiques. C'est que dans l'alimentation de précision, on traite les données collectées pour les capteurs à l'aide des méthodes numériques évoluées pour automatiquement et individuellement et en temps réel nourrir nos porcs. Tout ça, c'est fait automatiquement. Il n'y a pas quelqu'un, les producteurs, ils ne voient pas, n'a pas de décision à prendre face à ça. Maintenant, la question que je vous pose, avant juste de terminer, c'est l'élevage des précisions intelligents, est-ce que c'est économiquement viable? Vous devez répondre, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous croyez que le fait d'avoir à introduire toute cette technologie dans la ferme, est-ce qu'économiquement a des sens? J'imagine que la réponse, on va les voir après. Je vais vous laisser un peu, 1 minute, parce que je vais donner ma réponse. Oh, je suis content. C'est très élevé, oui, c'est bon. C'est bon. Je vous ai convaincu. Parfois, j'ai des groupes qui sont moins positifs que ça. Alors, la question. Est-ce que cette approche de production, l'élevage intelligent, est-ce que c'est réaliste? Combien vont m'écouter quand j'ai fait cette présentation aux producteurs, c'est toujours la même question. Combien vont m'écouter les équipements? Quel sera mon retour sur l'investissement? Et je vais vous dire que pendant quelques temps, je ne savais pas quoi répondre à ça parce que je n'ai pas les chiffres. Mais j'ai la réponse aujourd'hui. Et je vais vous répondre avec une question. Combien d'entre vous n'a pas un téléphone intelligent? Il y a toujours un ou deux qui n'ont pas de téléphone cellulaire. Et la question, combien d'entre vous, vous savez adopter les téléphones cellulaires parce qu'il est beaucoup moins cher que les téléphones avec un fil? Combien? Ça vous coûte plus cher, les téléphones cellulaires, que les téléphones conventionnels avec une ligne. Mais pourquoi on est tous avec ces téléphones-là? La réponse, ce n'est pas parce que ça me coûte moins cher. La réponse, c'est parce que les téléphones me donnent beaucoup de services que l'autre ne me donne pas. J'ai des applications, j'ai l'information, j'ai plein de choses autres. Alors, la réponse pour moi, ce n'est pas une question de retour seulement sur l'investissement, c'est qu'on va changer complètement notre façon de faire. Et ça, je pense que c'est ça qui va arriver. Merci beaucoup.